back. C'était pour venir vous parler de la dernière lecture que j'ai faite et que j'ai dévorée. Elisabeth Gaskell qui a écrit La sorcière de Salem et qui était un excellent roman que j'ai dévoré. Hier, je ne pouvais pas m'en détacher littéralement et quand j'ai vu l'heure, j'ai fait « What ?» 2h50 du matin, j'ai fait « Moi, j'y vais peut-être aller me coucher. » Mais bon, je suis en vacances, je fais ce que je veux, la vie est belle. Donc, je suis passionnée par le sujet. Ce livre traite d'une fiction, mais vraiment basée sur la véritable histoire des sorcières de Salem et de ce qui s'en est suivi, en fait. Et c'était vraiment très bon. Donc, le pitch. On suit Lois Barclay. Elle vit en Angleterre, d'une enfance extrêmement heureuse. Son père est pasteur, et c'est un pasteur jacobite, donc partisan des Stuarts, papiste, catholique. Et c'est très important parce qu'à l'époque, le pays se déchire entre les papistes et les anglicans. C'est-à-dire que Jacques Ier est un Stuart, donc de Jacques découlera le nom des Jacobites. Il est très important de connaître le contexte historique puisque c'est de là que va découler toute cette chasse aux sorcières qui a eu lieu en Angleterre, puis en Nouvelle-Angleterre. Rappelez-vous, si vous avez suivi mon point lecture sur les sorcières de Pendle, les sorcières de Pendle se sont passées bien avant les sorcières de Salem, en Angleterre, dans le Cheshire, et ça a découlé vraiment de cette peur et de cette terreur qui a été infligée par les Anglicans, par Olivier Cromwell, le diable, et le diable apparaît par le truchement des sorcières, etc. Bref, c'est très important et surtout aussi pour la suite de l'histoire. Donc, Lois, elle est catholique, purement papiste. Elle a été élevée dans le giron de son père qui était pasteur en plus de ça. Et il arrive que tous les deux meurent et elle devient orpheline, seule au monde, et elle est obligée de partir rejoindre sa seule famille, son oncle, qui s'était donc brouillé avec sa famille parce qu'il était puritain et qui a été obligé de s'exiler volontairement en Nouvelle-Angleterre et donc de traverser l'Atlantique. Et elle n'a d'autre choix que sur la recommandation, la dernière lettre qu'a faite sa mère, de retrouver cet oncle qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, et avec qui sa mère s'était brouillée. Donc, elle traverse l'Atlantique, elle se retrouve à Salem, et là, paf, accueil glacial, mais oh, mon Dieu, un accueil pareil, moi je rebrousse chemin direct, quoi. Sa tante, donc la femme de son oncle, l'accueille ou pas, on peut pas qualifier ça d'un accueil, et il se trouve que sa tante est une fanatique religieuse. Donc, dans la classe des puritains, c'est vraiment le pire qu'on puisse trouver. Et elle exècre la famille de Lois puisque elle considère que tout ce qui est papiste, catholique, suiveur des Stuarts n'est qu'une engeance et elle abhorre carrément sa belle famille et par conséquent Lois. Donc Lois, elle arrive dans ce climat-là où son oncle, il est très content de la voir, mais il est complètement malade, très affaibli. Elle rencontre son cousin Manasseh, qui devient donc par force des choses l'homme de la famille, et elle a deux cousines. La première c'est Faith, qui a à peu près son âge, et Prudence, une jeune fille qui doit avoir une dizaine ou une douzaine d'années. Voilà. Et donc, elle arrive dans ce contexte-là où elle est vraiment extrêmement mal accueillie. Et on va suivre la vie de Lois comme ça, petit à petit. Il faut juste remettre quelques petites choses dans leur contexte. Donc, je vous ai expliqué déjà qu'il y a une énorme dualité au niveau religieux entre les jacobites, c'est-à-dire les suiveurs de Jacques Ier, qui est un Stuart et donc qui est catholique, et les autres. Et dans les autres, il y a une case qu'on appelle les puritains qui sont mais vraiment la case la plus stricte au possible et qui a été obligée de s'exiler parce que on ne voulait plus trop d'eux en Angleterre. Ils commençaient à faire tâche, ils commençaient à faire des choses qui étaient répréhensibles. Et donc, la majorité s'est exilée. La mère de Manasseh, Prudence et Faith, donc la tante
par alliance de Loïs, fait partie de cette génération du sol, c'est-à-dire qui est née là-bas, qui ne connaît pas ses racines en Angleterre. Elle, c'est un pur produit de la Nouvelle-Angleterre. Et il faut remettre vraiment le contexte en place dans cette Nouvelle-Angleterre à cette époque-là, donc en 1691. La Nouvelle-Angleterre se sent abandonnée par les Anglais. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et puis, ils veulent un peu oublier ces puritains, ces colons qui ne font pas l'unanimité. Ils ont un ennemi direct, les Français, qui ont pris possession du Canada et avec lequel il y a des escarmouches sans arrêt. Donc, cette menace des Français sur leur dos perpétuel. Et puis, ils sont entourés de ces Indiens qui sont très hostiles et avec qui ça ne se passe pas du tout bien. Et à chaque fois qu'ils doivent aller d'une ville à une autre, eh bien, ils doivent s'insérer dans ces forêts, traverser ces forêts qui sont à chaque fois lieu d'attaque et même dans leur maison. Donc voilà, les puritains vivent dans cette ambiance-là. Et c'est très glauque et c'est vraiment pas très agréable. Et puis voilà, Boston, Salem, en hiver, donc dans l'est des États-Unis, c'est vraiment glauquissime. Ça nous rappellera une certaine forêt de Scandinavie. Et donc, voilà pour le contexte. La plume de l'autrice, elle est vraiment très bonne. Alors, que du contexte historique, dites-moi. Elisabeth Gaskell n'est pas du tout une autrice contemporaine. Elle fait partie de ces autrices du 19e siècle, avec les sœurs Brontë, avec Jane Austen. Elle a été d'ailleurs éclipsée par ces grandes autrices-là, et elle a été remise au goût du jour il y a très peu de temps, et je suis très contente parce que du coup, l'écriture est vraiment très belle. La plume est extrêmement soignée, le vocabulaire est très bien choisi. C'est vraiment une très belle plume, et j'ai vraiment dévoré ce livre. Ce n'était absolument pas difficile dans la compréhension de certaines phrases, comme avaient pu l'être certaines phrases avec Le Tour des coups d'Henry James, qui sont en gros de la même génération. C'est un livre qui se dévore, c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, et en plus, il mêle réalité historique et fiction. Mais elle se sert de son personnage de Lois Barclay et de la famille Rickson, donc la famille de son oncle, pour raconter les événements historiques, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Parce que elle a changé les noms, mais l'histoire est là. Donc, elle fait sa réinterprétation de l'histoire, mais c'est toujours extrêmement fidèle. C'est-à-dire que ce sont toujours des jeunes filles qui sont pernicieuses et nocives, qui accusent d'autres de sorcellerie ou alors de frayer avec le diable, et qui, dans cette période d'obscurantisme absolu, va avoir des conséquences tragiques, fatales et irrémédiables. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé en 1692 à Salem. Sauf que là, on va suivre dans le fond d'autres histoires, et on va suivre l'histoire de Loïs qui va nous bouleverser. Donc Loïs, qui a tout de l'héroïne de roman de l'époque, elle est belle, elle est vertueuse, elle est parfaite, et on se dit que rien ne peut arriver à ce genre de jeune brebis, et justement c'est le genre de brebis que l'on sacrifie sur l'autel de la folie. L'autrice entrecoupe son récit à plusieurs reprises pour nous laisser entrepercevoir ce qu'était la vie en Nouvelle-Angleterre dans les années, à la fin du XVIIe siècle. Et on voit vraiment que la vie, à cette époque, était effarante, terrifiante. Tout n'est que prétexte à interpréter le moindre signe comme une révélation divine. Tout n'est que superstition, c'est vraiment effarant de voir jusqu'où cela peut aller. Et donc, c'est le fait de ne pas avoir de prise sur les événements qui vont arriver qui nous laisse complètement pantois. C'est-à-dire que un signe peut être interprété de 1000 façons différentes, et on ne sait jamais quelle direction ça va prendre. Et quelle que soit la réponse que l'on peut donner, ça peut nous engager dans des chemins de traverse. Et ça, c'est vraiment terrifiant. La folie guette, l'embrasement rôde, et le drame n'est jamais très loin. Le livre est divisé en 3 parties. Les 2 premières parties, c'est vraiment Loïs Loïs et sa nouvelle vie, en fait. La première partie, c'est principalement Loïs qui quitte son pays pour découvrir sa nouvelle famille. La deuxième partie, c'est plus la vie de Loïs dans sa nouvelle famille, avec la méchanceté de sa famille, et les petits signes qui vont montrer petit à petit que
c'est pas bon, ça tourne au vinaigre et que on sent le drame se rapprocher, on sent que ça va être catastrophique. Et la troisième partie va vraiment traiter de l'affaire des sorcières de Salem. Alors, l'autrice a changé tous les noms des personnages historiques de l'histoire de Salem, sauf un, le juge Hathorne, qui lui est le seul dont le nom n'a pas été changé. Mais malgré le fait qu'elle ait changé le nom des personnages, qu'elle ait changé leur histoire, parce que leur passé n'est pas pareil, parce que voilà, la filiation n'est pas pareille, il y a quand même on voit de toute façon, on reconnaît les personnages. Donc dans le bouquin, nous avons le pasteur Tapo avec ses filles Esther et Abigail, par qui les premières crises de démence et de dénonciation, de délation arrivent. Et on reconnaît vraiment très bien le pasteur Samuel Parris avec sa fille Elisabeth et sa nièce Abigail, par qui les premières crises sont arrivées. La famille du pasteur Tapo a également une domestique indienne. Le pasteur Samuel Parris avait l'indienne Tituba, qui va être accusée de sorcellerie, qui va, sous la torture, donner des noms, etc., etc. Donc il y a vraiment un énorme parallèle qui est fait entre l'histoire originale et historique des sorcières de Salem et le roman d'Elizabeth Gaskell. L'autrice a vraiment très bien su retranscrire le cheminement de la folie qui a gangréné toute une population et qui va mener au désastre. La véritable histoire du procès des sorcières de Salem, plus de 200 personnes vont être incarcérées et 19 vont être pendues avant que d'autres juges viennent à Salem en disant « Non mais stop là, on n'en peut plus ». Et il y en a même un qui va être accusé et ne disant ni oui je suis coupable pour essayer d'être épargné, ni non je ne suis pas coupable et pendu, comme il ne répondait rien, eh bien on l'a accusé à un supplice. Il était donc allongé par terre, on lui a mis une plaque de bois sur la poitrine et on a entassé des pierres extrêmement lourdes jusqu'à étouffement total de la personne. Donc il y a eu 19 victimes au total, et ça a été une véritable, un véritable acharnement, une véritable boucherie par l'allégation juste de jeunes filles qui n'avaient rien d'autre à faire que de répandre la mauvaise parole. Donc à la peur de vraiment avoir affaire à des sorcières, se mêlent d'autres personnes beaucoup plus fourbes qui se servent de ce prétexte-là pour régler de vieux contentieux et se servir donc du contexte pour se débarrasser de rivaux ou voilà. Donc on mêle la superstition avec le fanatisme religieux, avec la jalousie, la revanchardise. J'invente des mots. C'est vraiment le terreau pour une catastrophe terrible. Une véritable machine est en branle et va tout broyer sur son passage. Et c'est véritablement ce qu'il s'est passé pour de vrai. Et c'est ce que raconte par l'intermédiaire de Loïs Elisabeth Gaskell dans ce très très bon roman. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, moi je vous conseille la chaîne Occulture sur YouTube qui donc traite de sujets sur l'occulte, et ils ont fait un sujet spécial qui dure 45 minutes sur les sorcières de Salem avec leur théorie, puisque c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je reviendrai plus tard dessus, mais on s'est tous posé la question de qu'est-ce qui a provoqué ces crises d'hallucination chez toutes ces jeunes filles, parce qu'il y en a eu une, il y en a eu deux, et ensuite il y en a eu énormément qui accusaient tour à tour d'autres personnes, et il y a eu plusieurs hypothèses quant à cette espèce d'hystérie collective qui a pris ces jeunes filles du village de Salem. Alors on a mis ça sur le dos d'une crise d'ergotisme, l'ergot étant un espèce de champignon qui pousse sur le seigle, et donc en pourrissant un petit peu, l'ergot apparaît et ça a des réactions proches de la consommation de LSD, donc des hallucinations, des choses comme ça. Et, ça va, Ernestine? Oui? Donc du coup, mais le problème avec l'ergot de sel, c'est qu'il est rouge et que si
Celle et moi en avaient consommé, ils auraient vu de toute façon que le pain n'était pas comme d'habitude et qu'il avait cette teinte ocre ou rouge. Et donc, la thèse de l'ergot et de la crise d'ergotisme semble de moins en moins privilégiée. Et il y a aussi, et ça c'est ce qui est développé dans excellentissime documentaire d'Occulture, il y aurait, et je vais pas le faire maintenant et je ferai un épisode entier là-dessus si ça vous intéresse, il y a vraiment la thèse du complot et de la fourberie qui est derrière, et j'adhère complètement à cette théorie-là. Donc moi je suis une convaincue, je suis persuadée que l'affaire des sorcières de Salem ne part que de la main humaine, de la fourberie humaine, de la jalousie et de l'âpreté au gain. Voilà, moi c'est comme ça, j'annonce, le maillet est tombé. Bref, comme dirait Pépin Leu, j'adore tout ce qui se rapproche de près ou de loin des livres concernant les sorcières de Salem. J'ai adoré ce livre, il se dévore littéralement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a exactement ce qui s'est passé à Salem en 1692 et la folie et ce que l'obscurantisme et le fanatisme religieux sont présent dans la vie d'une société. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, que vous soyez intéressé par le sujet ou pas, c'est vraiment un très bon livre. Et puis voilà, je pense que je vais clore ce vlog parce qu'il va être extrêmement long. Donc je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Livre d'Histoire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, parce que l'algorithme de YouTube fait que plus on a de pouces, plus on a une visibilité sur YouTube, et ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!